my way, the Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line was left. Il est 6h30. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver ce mercredi pour le 3e numéro de votre matinale Kenkeliba. J'espère que vous vous êtes bien réveillés et que vous êtes en forme pour démarrer cette journée qui s'annonce très belle. Enfin, pour nous, comme vous le voyez sur le plateau, nous avons reçu tout plein de cadeaux aujourd'hui. On va dire que le Père Noël continue sa tournée ce matin. Il a fait un crochet super tôt à la RTS pour déposer ses cadeaux, mais malheureusement, ce n'est pas pour vous, ce sera pour les enfants. Et le meilleur sera justement pour la fin. Kenkeliba ce mercredi, c'est la chronique culture avec Laura qui sera avec nous dans quelques instants. Deux invités vont aussi nous accompagner dans la première partie avec Sarah Louya. Et dans la deuxième partie, je le rappelle, nous allons distribuer des cadeaux aux enfants. Alors, dans un petit instant, l'équipe va me rejoindre. Mais en attendant, je vous propose de suivre la météo du jour, le temps à Dakar et dans les régions. Et on se retrouve juste après pour la suite. Bonjour chers amis téléspectateurs, espérant que vous avez passé une excellente nuit. L'actualité météorologique en cette matinée du mercredi reste marquée par le maintien de la fraîcheur nocturne et matinale sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, on aura une hausse des températures diurnes avec le thermomètre qui va dépasser les 40 degrés, surtout sur l'axe Kaffrine allant jusqu'à Tambacounda. Regardons la configuration des nuages sur l'Afrique de l'Ouest. Des nuages n'existent pratiquement pas sur tout le territoire sénégalais, parce que le soleil va régner en maître pendant une bonne partie de la journée, de l'éclairement qui est constant sur le pays, avec des vents d'alizés continentaux qui souffrent de la chaleur et un peu de sécheresse sur l'ensemble du territoire. Ce qui est prévu donc pour cette journée du mercredi, c'est le thermomètre qui va avoir la température la plus clémente à Dakar avec 28 degrés Celsius. Malheureusement, on aura des pics à Mbour avec 41 degrés Celsius, 41 degrés aussi à Kaffrine. Le thermomètre va afficher 39 degrés sur le transit Tambacounda allant jusqu'à Kédougou. Un ciel qui est dégagé sur toute la moitié est et le centre du pays. Des voiles de nuages sur l'axe Dakar-Saint-Louis allant jusqu'à Thiès avec le thermomètre qui va connaître 39 degrés sur Thiès, 35 degrés à Saint-Louis, 37 degrés sur Ziguinchor. Sédhiou gardera une valeur de 39 degrés. Chers amis téléspectateurs, pour résumer un peu l'actualité météorologique, c'est un temps fresqué sur la côte, mais de la chaleur qui est très marquée sur l'intérieur vers les régions de Kaffrine. Chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas d'aller sur nos plateformes pour des informations beaucoup plus actualisées. Je vous laisse avec la réalisation tout en vous souhaitant une très belle journée. Alors, merci beaucoup à nos partenaires de la Nassim pour la météo du jour. Et c'est l'heure d'aller rejoindre le coach Tanda Ndiaye en salle de gymnastique pour les exercices de ce mercredi. On le rappelle, c'est toujours important de bouger un petit peu, surtout à ces heures matinales. Le coach Tanda ne dira pas le contraire. Et d'ailleurs, il sera avec nous demain sur ce plateau pour la capsule gymnastique en direct. Mais en attendant, on le retrouve en salle de sport pour ces exercices. La suite, ce sera juste après. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Et nous sommes le mercredi. Alors, le renforcement musculaire, surtout un renforcement dorsal, mesdames et messieurs, vous connaissez bien, puisque ça fait du bien, justement. Alors, avec la barre, avec l'élastibande également, vous allez apprécier. C'est donc le coach Bou et le coach Mansour, comme hier. Et on va y aller, mesdames et messieurs. On ne vous apprend pas beaucoup, puisque vous connaissez déjà, en tout cas pour ceux-là qui ont l'habitude de regarder Kenkeliba. Alors cet exercice est véritablement très adapté aux douleurs lombaires. Alors, je vous recommande de bien suivre et vous allez certainement essayer. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes là encore ce mercredi, donc pour vous présenter notre capsule qui va porter sur le renforcement du dos. Comme vous savez bien, le dos qui fait partie des groupes musculaires les plus gros qui sont dans notre corps. Donc, il est intéressant de pouvoir les renforcer. Pourquoi les renforcer? Parce que vous savez bien, par des mauvaises postures que nous adaptons dans nos activités quotidiennes ou bien que nous faisons des fois sans s'en rendre compte, ça touche en premier lieu le dos.
la plupart des gens aussi qui sont assises, la plupart des journées, ont souvent des douleurs lombaires. Donc pour cela, il faut chercher à renforcer votre dos pour pouvoir contrecarrer toutes ces douleurs-là. Donc de ce fait, nous avons choisi quelques exercices qu'on va vous proposer pour faire ces renforcements-là avec une bande élastique. Que vous savez bien, les bandes élastiques sont très efficaces pour ces types de renforcement. On va l'utiliser avec une petite barre. Si vous avez votre matériel à la maison, vous pouvez l'utiliser. Aujourd'hui, nous, on va le faire sous forme d'atelier statique plutôt, sur place, que vous allez voir tout de suite dans nos prestations. Alors, le renforcement dorsal qui commence avec ce duo, coach Beau et le coach Mansour. Alors, voyez, mesdames et messieurs, comme justement cette sorte, en tout cas, eh bien, de dos un peu, mais à plat. On va chercher un dos véritablement plat. Les épaules, effectivement, qui vont donc suivre eh bien, les deltoïdes, puisque c'est important, mesdames et messieurs. Mais c'est vraiment ce renforcement dorsal et ça va concerner tous ces muscles lombaires et donc ces muscles bordant la colonne vertébrale. Alors regardez avec l'élastibande, puisque là, avec la barre de soutien à cette élastibande, alors ça facilite un peu les choses puisque ça fait travailler également et les biceps et les triceps, mais aussi les avant-bras. Et très bon travail de renforcement dorsal, puisque ici, mesdames et messieurs, c'est vrai que peut-être que cette élastibande, puisqu'il y a aussi eh bien, une certaine résistance avec cette élastibande, ce qui fait d'ailleurs justement eh bien, le charme de cet exercice. Alors, regardez ici, ça va provoquer une certaine tension avec cette élastibande, croyez-moi, évidemment, eh bien, avec toute sa résistance, mais là, eh bien, les coachs face à face qui vont justement eh bien, laisser cette élastibande se pousse ensuite tirer un tout petit peu. Alors, regardez, eh bien, toute la raideur de cette élastibande et ça prend. Alors, on va en profiter justement pour enchaîner, pour dire que cet exercice est terminé et on va replacer comme on dit. Alors ici, regardez, mesdames et messieurs, c'est vrai qu'au niveau dorsal, eh bien, tous ces muscles lombaires, alors les muscles bordant la colonne vertébrale. Alors regardez cette sorte, en tout cas, de méditation. Et donc, mesdames et messieurs, ça fait partie avec les coachs. On va donner tout à l'heure à Coach Bou la parole. J'espère bien que vous nous avez bien suivis. Vous avez vu l'exécution. Les exercices sont assez simples. Essayez de le pratiquer si vous voulez bien avoir un gain par rapport à votre dos et de pouvoir aussi, vous qui pratiquez du sport pour perdre de la masse, vous savez bien, si c'est un grand groupe musculaire, vous le faites travailler, vous augmentez votre métabolisme de base. Et si votre métabolisme de base est augmenté, c'est parce que vous avez un gain en muscle et cela va favoriser juste votre perte de gras. Et on se donne juste rendez-vous à demain, Inch'Allah. Et très bonne fin de journée à vous qui nous suivez. Merci à tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois. Alors cela dit, mesdames et messieurs, le rendez-vous, ce sera demain, là-bas, au plateau. Je salue tout le plateau, je salue également tout ce monde qui est là, encore une fois. Merci de votre attention, nous allons nous retrouver demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, coach Tandakha. Rendez-vous est donc pris demain dès 6h30 sur le plateau de Kienkeliba pour la capsule gymnastique en direct comme tous les jeudis. Alors, l'équipe est déjà bien installée, comme tous les jeudis, oui, c'est vrai, on est mercredi. Et l'équipe est déjà bien installée sur le plateau. Il s'agit de Sarah. Je suis contente de te retrouver. Le plaisir est partagé, ma chère Adama. Tu en as profité pour te reposer un peu. C'est vrai. Je crois que je suis tellement contente de me retrouver que tu penses qu'on est jeudi alors qu'on est mercredi. On est mercredi. C'est ça. Oui, c'est vrai. J'en ai profité
pour souhaiter également un joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. On n'a pas eu l'occasion de le faire durant ces derniers jours. J'espère que vous avez passé de très très belles fêtes et puis les meilleurs vœux pour l'année qui s'annonce déjà également. Exactement. Et on a d'ailleurs annoncé les couleurs et ce sera dans la deuxième partie de votre matinale King Keliba. Il y a également Laura sur le plateau. Laura, ça va, tu vas bien? Ça va bien, merci. On parle de quoi tout à l'heure dans ta chronique culture? Alors aujourd'hui, comme c'est la dernière de l'année, on va en faire une rétrospective sur les actualités marquantes de la culture en 2023. Ce sera dans quelques minutes. Bonjour également à nos deux invités et je te laisse le soin, Sarah, de nous les présenter. Absolument. Et bien, pour démarrer cette première partie, deux invités en plateau avec nous. Nous célébrons l'entrepreneuriat. Nous célébrons également ce que notre diaspora nous offre de mieux. Notre diaspora qui fait évidemment notre fierté parce qu'il y a énormément de talents. Alors ce matin sur le plateau, il y a Doudou Tamba. Il est ingénieur en biotechnologie, expert dans les secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires. Je vais m'en arrêter là. Retenez également qu'il est le fondateur de Tamba Labs et il participera avec sa nouvelle invention, celle qu'il nous présentera dans un petit moment au CES aux États-Unis. C'est le plus grand salon mondial de la technologie. Alors en 2024, il y sera pour nous représenter, je l'ai dit, innovation majeure dans la lutte antivectorielle qu'il nous présente ce matin. C'est un diffuseur aérien intelligent accompagné d'un répulsif, un diffuseur anti-moustique intelligent. Cela devrait permettre de créer des milliers d'emplois au Sénégal. Voilà un sujet qui va forcément intéresser nos téléspectateurs. Et à ses côtés, eh bien, on célèbre également une grande dame aujourd'hui, Madame Ndeye Bigué Diop, est entrepreneur également. Elle s'active notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle a été plusieurs fois distinguée. D'ailleurs, elle reviendra sur ses différentes médailles et ses distinctions qu'elle a reçues sur le plateau avec nous. Il faut également dire qu'elle est l'initiatrice d'un grand salon de l'agriculture ici au Sénégal. On en reparlera avec elle. Et dans son parcours, ce qu'il y a de brillant et d'intéressant, c'est qu'elle a vécu pendant plusieurs années en Italie. Elle a décidé de revenir au Sénégal et son retour est un retour gagnant, un véritable modèle que nous présentons ce matin à nos téléspectateurs. Exactement. Dans la dernière partie de cette émission, vous le voyez déjà sur le plateau, il y a les cadeaux pour les enfants. C'est la tradition à King Keliba. Merci à la direction générale et au service commercial qui nous permettent chaque année de pouvoir faire cela, offrir un sourire aux enfants. Eh bien, cette année, c'est Elhaj Beitir Samba qui sera en plateau avec nous. Il est le président du Rockbacks. Il vous expliquera tout cela dans un petit moment. Eh bien, avec l'association Dong Niep, ils ont tout simplement décidé d'être avec nous cette année et nous avons décidé de leur offrir ces cadeaux-là pour permettre justement à ces enfants également de passer d'excellentes fêtes. On revient sur toutes les initiatives de cette association, mais également de ce réseau. On en reparlera dans la deuxième partie. C'est ça, ce sera tout à l'heure. Bonjour Bigué Diop, ça va, vous allez bien? Ça va bien, merci. Bienvenue sur le plateau de King Keliba. Merci beaucoup. Bonjour également à Doudou Tamba. Heureuse de vous accueillir sur le plateau de King Keliba. 6h43, sans plus tarder, nous allons tout de suite passer à la chronique culture avec Laura. Laura qui revient sur les actualités marquantes de la culture en 2023. Tout à fait. Alors c'est vrai que cette année a été riche en actualités assez marquantes. Alors je vais prendre les choses à l'envers et commencer déjà par remercier un peu tous les acteurs de la culture qui nous ont permis d'avoir une année riche en programmation, mais surtout ceux qui agissent un petit peu dans les localités les plus éloignées du Sénégal, ceux qui ont des actions qui finalement ne sont peut-être pas toujours mises sur le devant de la scène et qui permettent finalement à tout un chacun de profiter d'une bonne programmation et ceux qui s'activent vraiment dans leur village d'origine, qui proposent des festivals, des journées culturelles, souvent accompagnés d'ailleurs de distribution de médicaments et autres. Donc voilà, on en profite pour les remercier et les inviter notamment à toujours continuer de nous envoyer leur programmation pour qu'on puisse les partager. Alors cette année a été célébrée à 2 reprises le mois du consommé local, en janvier au niveau national et en octobre au niveau de l'UMOA. Donc la promotion du consommé local, toujours pour parler d'intégration régionale dans la préparation justement de celui du mois d'octobre qui a été célébré avec les autres pays. On a aussi au mois d'octobre les stratégies pour stimuler davantage la consommation des biens et des services locaux de l'UMOA. Pourquoi on en parle ce matin? Parce que ça a été vraiment une actualité qui a pris de plus en plus d'ampleur, surtout cette année 2023, vraiment le consommé local. On a aussi, et ça nous a aussi rappelé comment les acteurs de la culture aussi savent s'inscrire pleinement en tant qu'acteurs économiques en fait à part entière et non spectateurs en fait du développement de notre économie nationale. Donc encore une fois, on les félicite et on les remercie. Cette année a également été celle du retour
autour du FESNAC, donc le Festival national des arts et de la culture. Donc ça a été la 11e édition qui a été célébrée à Kaffrine. Voilà ce carrefour, ce point de convergence aussi entre toutes les régions et qui a aussi mis à l'honneur la diversité rurale et urbaine pour préserver en fait cette cohésion sociale qui fait notre réputation et qui nous est si chère. Toujours en janvier d'ailleurs, il y a eu l'ouverture du centre d'interprétation du site archéologique de Ouanar, à travers lequel a pu s'illustrer cette fois la vulgarisation de notre patrimoine culturel. Donc par l'archéologie, on avait en fait aujourd'hui une nouvelle opportunité une sortie touristique, une sortie pédagogique qu'on va pouvoir faire avec les jeunes et qui nous rappelle aussi notre lien avec nos voisins gambiens, avec le site des mégalithes de Ouassou. Ouais. On a eu aussi la première édition du Festival panafricain des séries Dakar Série début mai, mais également la première édition du Festival du film et de recherche féministe Cinéfemfest qui s'est tenu à Gorée et qui rendait hommage aux pionnières. Et d'ailleurs, ça a été également le cas du 6e Festival Dakar Court dont on parlait la semaine dernière. Il y a eu également, en fait, il y a eu d'autres lancements. En fait, cette année, je dirais qu'il y a eu pas mal de premières fois. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi le lancement du podcast au mois de mai, Ramsedem Ramsetei. Et là, en fait, on assiste aussi à l'intervention du secteur de la culture sur tous les canaux de diffusion. On a eu aussi des expositions d'art numérique qui nous permettaient finalement tout ensemble, donc que ce soit à travers le théâtre, la littérature, le cinéma, les arts numériques, le podcast, vraiment de pouvoir raconter l'histoire et le présent du Sénégal. D'ailleurs, en parlant de littérature, on a eu également la première édition du Salon international du livre, du livre jeunesse, Dakar Livre, qui a rencontré un franc succès. Donc, ça prouve bien que ça répondait vraiment à un véritable besoin. On a eu aussi, et c'est bientôt fini, le festival des minorités ethniques du pays Bassari qui s'est tenu début février. D'ailleurs, restez bien jusqu'à l'agenda culturel parce qu'il y a une date à vous communiquer. C'est également l'année du centenaire d'Ousmane Sembène. Donc on a pu voir surtout au mois de novembre des projections, notamment au cinéma du Ciplaza. Il y a aussi l'année du centenaire de Cheikh Anta Diop. Et là aussi, encore une fois, dans l'agenda culturel, on va parler des dernières dates parce que l'année n'est pas finie. Donc jusqu'à samedi et dimanche, on a aussi des actualités. Il y a eu le symposium sur la restitution des biens culturels africains au mois de mars. Et au théâtre, c'était vraiment l'année, on peut dire, de la renaissance du théâtre avec l'initiative Sorano chez vous qui a emmené un peu le théâtre un peu partout au Sénégal. Il y a eu aussi l'inauguration du totem devant le théâtre, mais également le retour du Festirir de Kaolack qui également, après plus de 10 ans, a fait son grand retour. Et voilà, ça a été une année de lancement, une année de renouveau, une année de renouvellement aussi de certaines initiatives. Et c'était l'occasion également, encore une fois, de remercier tous les acteurs qui s'activent, malgré que dans le secteur de la culture, c'est très compliqué de pouvoir vivre de son art et de permettre aussi à tous ces spectateurs d'avoir le choix finalement. Et je pense que cette année, on a eu quand même pas mal le choix et on espère que ça va continuer en 2024. Et dis-nous un petit peu, quel est l'événement auquel tu as assisté et qui t'a particulièrement marqué? Je pense que c'est surtout le Festirir justement de Kaolack. Déjà parce que ça m'a permis de mieux connaître un petit peu la zone, parce que j'avais jamais pu passer plusieurs jours comme ça dans cette ville-là de Kaolack et j'en entendais un petit peu parler. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'était vraiment la cohésion justement qu'on a pu reconnaître ici, parce que en fait c'était des jeunes qui venaient d'un peu partout, justement l'Académie du Rire qui venaient de toutes les régions. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que le thème qui était imposé à tous, c'était la paix. Donc chacun dans sa localité a dû travailler sur plusieurs mois pour nous proposer une pièce sur le thème de la paix. Et en fait, déjà, on a beaucoup rigolé, évidemment, mais aussi, il y avait vraiment des vrais messages qui passaient. Et je pense que le théâtre, c'est vraiment je dirais pas le meilleur moyen pour ne pas non plus faire de peine aux autres secteurs de la culture, mais c'est un excellent moyen, en tout cas, de passer des messages. Et ça nous rappelle aussi à quel point la culture doit être une priorité politique. Je pense que le théâtre, c'est vraiment un canal très important. Et je suis contente que cette année, le théâtre ait pu revivre. J'espère que c'est que le début, d'ailleurs. C'est ça. Avant de passer à l'agenda culturel, commentaire rapide, Sarah, sur toutes ces actualités culturelles qui ont marqué l'année 2023. Je me suis finalement même perdue un tout petit peu. Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. Tellement d'événements. Et comme elle a dit tout à l'heure, c'est important aussi, beaucoup d'événements qui ont été lancés pour la toute première fois cette année 2023. Exactement. Et particulièrement l'événement qui a eu lieu à Gorée pour célébrer les pionnières
dans le oui. cinéma. Oui. Je pense qu'il est important Ça a été très marquant. de revenir sur ça parce qu'en plus, Dakarcourt aussi a rendu hommage aux pionnières. Donc Ouais. véritablement cette année, disons que c'était une année consacrée aux femmes, je peux le dire ainsi. Même la FIDAC parle d'autonomisation des femmes. C'est ça. Donc les femmes ont été véritablement au cours de cette année 2023 mises au devant de la scène et c'est une excellente chose. Je crois que dans le cinéma, on parle beaucoup des hommes. On connaît presque tous finalement Sam Ben Ousmane parce que déjà à cause du centenaire cette année, mais même au-delà, il y a Ouais. beaucoup d'événements autour de lui. Safi Faye, autant pour moi, Safi Faye un peu moins. Donc C'est ça. quand il y a des initiatives comme ça qui permettent de repositionner les pionnières et de redéfinir le rôle des femmes dans le cinéma, je crois que c'est important et c'est des initiatives à promouvoir et à accompagner. Donc bravo aux initiateurs et que 2024 soit une année encore plus culturelle parce que C'est ça. la culture, c'est nous C'est véritablement. nous, c'est C'est très ça. important. C'est ça. effectivement. Et on passe à l'agenda culturel, justement. Oui, alors pour ce week-end, on a 4 dates à partager. Bon, il y en a évidemment beaucoup plus, hein, évidemment, avec la célébration Ouais. aussi du 31 décembre. Mais bon, on est toujours obligé de choisir. Ouais. Alors justement, pour parler du centenaire de Cheikh Anta Diop qui se poursuit jusqu'à samedi, donc il y a une riche programmation et aujourd'hui sera célébrée la journée des langues nationales avec une exposition-vente d'ouvrages en langue nationale et une table ronde. Alors à noter, parce qu'il y a eu un petit changement, ce ne sera pas sur la place du souvenir, ce sera à l'Institut fondamental d'Afrique noire, donc toute la journée aujourd'hui. Ensuite, demain au Théâtre national Daniel Sorano d'ailleurs, on a l'interprétation scénique du roman d'Ousmane Sembène, les bouts de bois de Dieu. Oui. Donc c'est pour célébrer en fait justement l'héritage culturel et la lutte contre l'injustice. Donc ce sera demain soir, le 28 décembre à Sorano. Enfin, on n'a plus que quelques jours pour aller voir l'exposition Yonou Tibir. Donc là, ce sera à Rufisque. C'est une exposition en fait sur le tissage traditionnel qui est proposée par la chercheuse sur le coton dans le Sine Saloum, Fatim Soumaré, et le cultivateur Yafan. Et ça, ce sera au centre culturel Maurice Gay de Rufisque. C'est tous les jours de 9h30 à 18h et ce sera jusqu'à samedi et jusqu'à dimanche, pardon. Et enfin, on a une tournée culturelle qui est organisée par Black Kémé, qui est un chanteur bassari, qui organise en fait cette tournée qui s'appelle Sur la piste du caméléon. Alors c'est une initiative en fait qui a été lancée au cours justement du Festival des minorités ethniques du pays bassari, un grand itinéraire culturel en fait dans la région de Kédougou, avec une visée touristique, des retombées indirectes sur des secteurs vitaux comme l'accès à l'eau, la santé ou encore l'énergie. Et les prochains concerts seront à Kédougou et à Salémata. Merci beaucoup, Laura, pour toutes Merci. ces actualités. Tu reviens l'année prochaine. Je reviens l'année prochaine, Inch'Allah. Comptez sur moi. Elle parlait Avec encore plus Ça d'actualité. fait long. Elle parlait de culture et de musique également. C'est vrai que dans le secteur de la musique, il y a eu beaucoup de créativité également au cours de cette année 2023. Tu pourrais nous faire un petit sujet sur ça aussi. Hein. Ah bah avec plaisir. Dans le Pourquoi pas, secteur la des prochaine. cultures urbaines et même oui. de manière générale. Hein. Il y a beaucoup d'artistes Oui, oui. cette année qui nous ont fait danser. Hein. Ah Moi, oui. je garde Titi en tête. Hein. Son Ah oui. son Ça t'a dernier marqué morceau, ça fait un vrai carton. Elle, Adjouza, on sait. Adiouza, d'accord. Bah, il ne faut pas ok. l'oublier. Non, dans non, le- pas du tout. On n'a pas On oublié, invite ceux t'inquiète qui nous pas. suivent à nous dire quelle actualité culturelle les a le plus marqués en commentaire. Peut-être ceux qui nous suivent sur le live Facebook. Bon, Oui, pourquoi pas. on pourrait poser aussi la question à nos invités tout de suite. C'est ça. Qu'est-ce qui les a le plus marqués sur le plan Sur le culturel plan de la ou musical, culture, pourquoi oui. pas? Alors, comment ça s'appelle? Moi, j'ai un fait pour cette fille-là qui s'appelle Jaina. Ah oui. Ah d'accord. oui. Jaina. La Ouais, petite. Jayla. Oui. Jayla. Jayla ou Jayla. Jaina? C'est Jaina. Elles sont deux. Jaina. Oui, il y a Jaina, il y a Jayla, c'est vrai. Et Jaina. Oui. Jaina. Ouais. D'accord. J'aime beaucoup Jaina. Ah, Jayla, oui, la fille teint noir. Oui, teint noir. c'est Ah vrai, oui, elle chante Jayla, bien. plutôt, Oui, d'accord. oui, Jayla. En Ouais. Italie, je l'écoute beaucoup. Ah oui, elle est top. Ouais. Oui. La Et musique, vous, c'est important. je t'en vas. Alors moi, la culture, c'est vraiment la base de mon métier. Je m'inspire des de tout ce qui est traditionnel Absolument. pour transformer ça en innovation vérifiée par la science. Oui. Donc je suis à fond dans la culture, mais plutôt cette culture traditionnelle, ces traditions Ah. qui sont transmises de génération en génération. Oui. Voilà. Donc C'est pas ça. d'artiste particulier, quoi. Plutôt Pas de la d'artiste musique particulier, traditionnelle. voilà. Oui. C'est toute la musique, mais les belles mélodies en général. Oui, oui. On va dire que c'est assez intéressant d'écouter. Oui. Vu que vous n'avez pas parlé
parlé de préférence. Vous avez une petite dédicace de Djela de la part de la régie. Vous n'avez pas parlé de votre préférence. Elle a dit Djela. Elle a Djela. Mais les cultures urbaines aussi. Hein. Il y a eu, je vais dire, un bon clash. Moi, je dis bon. Ah oui, c'était une année de clash. Hein. Avec oui. Akloubrick et comment elle s'appelle? King Baba. King Baba, oui. Bon, ça aussi, ça nous a beaucoup marqué au cours de cette année, bien évidemment. Alors, il est 6h55 et nous passons à la première partie avec l'un de nos invités et c'est juste après ceci. Alors, nous recevons d'abord Doudou Tamba, qui est ingénieur en biotechnologie. C'est ça, Sarah, il est là aujourd'hui pour nous présenter une innovation qu'il va d'ailleurs présenter. Vous me permettrez la répétition à Las Vegas. Et il s'agit d'un diffuseur anti-moustique intelligent. On a hâte de savoir de quoi il s'agit. C'est vrai que c'est le seul monsieur en plateau aujourd'hui, donc... Oui, honneur au monsieur. Les dames sont... Sinon, d'habitude, à Quinqueliba, on fait honneur aux dames d'abord. Mais est-ce que vous permettez, Madame Debigué Diop, qu'on commence par Doudou Tamba, qu'on lui fasse cet honneur aujourd'hui? Oui. D'accord, parce qu'il nous représente dans un grand événement. Je suis tout d'accord avec lui. Mais oui, voilà. Vous allez nous représenter fièrement d'ailleurs, et d'ailleurs félicitations pour cette innovation. Je voudrais d'abord qu'on puisse revenir un tout petit peu sur votre parcours. Parce qu'à la base, je me suis renseignée un tout petit peu en lisant votre biographie. Vous n'étiez pas parti, je veux dire, après vos études pour faire en tout cas tout ce qui touche à la médecine, tout ce qui touche à la thérapie, mais plutôt dans le sport, avec le judo notamment. C'était ça vos premières ambitions, c'est ça? Absolument, absolument. Mais permettez-moi déjà de vous remercier de cette invitation, de cette tribune pour parler de mon activité. Et je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous regardent qu'en réalité, vous êtes toutes plus belles que à la télé. C'est la télé, vraiment. Voilà. Donc, merci. Moi, j'ai... On devrait donc arrêter de... Non, pas du tout. On reste quand même. Mais c'est une information que je donne. Vous êtes gentil. Allez-y. Merci beaucoup. En réalité, moi, je suis né et j'ai grandi au Sénégal. J'ai fait mes études de pharmacie, donc je suis devenu docteur en pharmacie ici. Mais j'avais une passion, c'était le judo. Et j'étais judoka en équipe, l'équipe du Sénégal. En équipe nationale, j'ai été plusieurs fois champion du Sénégal, en Afrique également, Afrique de l'Ouest. Et c'était une grosse frustration de ne pas pouvoir continuer cette passion-là parce que les études de pharma, c'est très exigeant, surtout ici à Cheikh Anta Diop. Et du coup, après avoir terminé le contrat, parce que c'était un contrat avec mes parents, j'ai terminé ces études de pharma, j'ai décidé d'aller en France pour devenir tout simplement champion du monde de judo. Voilà. Mais c'est un rêve qui a tourné au vinaigre très rapidement parce que je me suis blessé au genou. Et du coup, je me suis dit, au lieu de rester à me tourner les pouces en rééducation, je vais me réinscrire en fac de pharma à Marseille. Et c'est comme ça que le projet, l'autre passion que sont les plantes, a commencé à prendre vie. Et donc, je me suis spécialisé en France en tout ce qui est biotech, c'est comment partir des plantes pour aboutir à des produits de santé. Finalement, les parents n'avaient pas tort d'insister là-dessus, n'est-ce pas? Absolument, il faut toujours écouter ses parents. Il faut penser à la reconversion aussi, et c'est important. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'il y a deux phases, vous l'avez rappelé tout à l'heure un tout petit peu dans vos propos, c'est que vous commencez par les connaissances traditionnelles, c'est-à-dire nos plantes, tout ce qu'on sait déjà, et vous partez de là justement pour innover, emmener cela en laboratoire et essayer de documenter un tout petit peu tout ça. Absolument, on part. Moi, je fais de l'ethnopharmacologie. C'est en fait un métier d'immersion, d'observation, où on part vivre avec les populations qui ont gardé une certaine proximité avec des pratiques traditionnelles, c'est-à-dire que c'est des populations qui mangent avec la nature, enfin qui mangent de la nature, qui se soignent avec la nature. En général, et le fait d'être en présence de ces populations, et même très souvent de guérisseurs, c'est-à-dire des personnes qui sont très spécialisées dans la phytothérapie, c'est-à-dire comment soigner par les plantes, ça nous inspire. On a, au travers du prisme des sciences modernes, on arrive à déceler des propriétés qu'on peut exploiter dans la médecine moderne.
Et donc, à partir de ça, on va dire que je m'imprègne de ces connaissances-là. Bon, il faut dire que je les vole pas, hein, parce que moi, c'est dans la famille, c'est la famille Tamba. On est depuis, c'est Djibril Tamsir-Niane, le célèbre historien de l'Empire mandingue, qui a dit que c'est une famille, en fait, qui était en charge du bois sacré. Donc, c'est pourquoi je tiens beaucoup aux cultures et à la tradition. Donc, on avait en gros les clés du bois sacré, et c'était dans l'Empire mandingue, c'est dans le sud-est du Sénégal. Vous ne faites que perpétuer cette tradition? Je fais que perpétuer, c'est dans ma famille, et il y a beaucoup de membres encore de ma famille qui officient en tant que guérisseurs, de phytothérapeutes. Et donc, je m'inspire de ces connaissances-là qui ont été transmises de génération en génération, et je les amène en laboratoire pour pouvoir les transformer derrière, extraire la quintessence de ces plantes-là, ce qui permet de soigner, d'isoler ça et de les reformuler pour en faire des produits de santé avec des standards les plus hauts, des standards européens. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque peut-être un tout petit peu à la phytothérapie en Afrique? Parce que généralement, on se pose des questions sur les dosages, les quantités à prendre. Parfois, il y a des gens qui sont allergiques à certains produits. Donc, c'est ce qu'on reproche parfois à cette pratique-là. Alors, il faudrait préciser quelque chose par rapport à la phytothérapie. Il faut savoir qu'en général, les plantes, quand elles sont toxiques, elles sont connues des guérisseurs en général. Maintenant, c'est soit qu'elles sont toxiques, soit qu'elles sont inoffensives ou même efficaces dans certains traitements. C'est plutôt la transformation de ces plantes par certains praticiens qui peut poser problème. Parce qu'une plante... Donc en réalité, ce n'est pas la plante le problème. Non, ce n'est pas la plante. C'est la transformation de la plante. Parce qu'une plante, par exemple, qu'on n'a pas bien nettoyée, dont on n'a pas bien éliminé les microbes, qu'on met en infusion, pas en infusion, mais en macération, c'est-à-dire qu'on le met comme ça dans de l'eau tiède, par exemple, cette plante-là, cette mixture, elle a beaucoup de chances de développer des souches microbiennes. Et quand on prend ce produit en espérant en prendre une certaine efficacité, une certaine santé, on va plutôt se retrouver avec d'autres problèmes parce qu'on ingurgite des pathogènes. Donc c'est plutôt la transformation des plantes en général qui pose problème. Et le dosage alors? Alors, pour ce qui est dosage, en général, une plante qui n'est pas toxique, vous pouvez en prendre, c'est comme vous voulez, c'est comme les carottes, les pommes, c'est des produits, on va dire, comestibles. Ça ne pose pas de problème. L'organisme prend ce dont elle a besoin, en général, c'est des antioxydants, des vitamines et des minéraux qu'on va retrouver dans les plantes, et le reste, il va l'éliminer. Et tout ce qui est toxicité, qui est lié vraiment au dosage, il faut savoir une chose, c'est que la toxicité, elle est liée à déjà la présence d'une seule molécule qu'on prend. Vous allez prendre n'importe quel médicament, le paracétamol par exemple, vous le prenez à plus de 3 grammes par jour, vous avez des risques de faire du surdosage. Parce que c'est une seule molécule, et donc l'organisme a beaucoup de mal à éliminer cette molécule. Par contre, dans les plantes, vous allez avoir un mix de plusieurs milliards de molécules qui vont agir en synergie pour soigner. Donc l'organisme l'élimine facilement parce qu'en fait, il y a beaucoup de sites d'élimination dans l'organisme et les sites ne vont pas être saturés. Une seule molécule, ça sature tout, donc ça fait des problèmes. En réalité, les plantes, moi je suis vraiment un avocat des plantes, c'est plutôt l'utilisation qui est faite des plantes qui pose problème. Ce n'est pas les plantes. Les plantes, elles ont été créées par le créateur. Elles ont deux fonctions, c'est soit pour nourrir, soit pour soigner. Et c'est vrai que beaucoup de médicaments, beaucoup d'industries pharmaceutiques se sont inspirées justement de ces plantes pour créer des dérivés qu'on achète aujourd'hui en pharmacie sous forme de comprimés ou de sirop véritablement pour soigner la toux. Et il y a d'autres maladies, bien évidemment. On a l'impression que ce sont juste ces plantes-là. On parlait de quinine. Il y avait un arbre, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous me direz. Exactement, qui est très amer. Et puis après, il y a eu la nivaquine derrière. Donc on sait que l'industrie pharmaceutique s'est beaucoup inspirée également de ces plantes-là, sans peut-être forcément vraiment restituer aux connaisseurs ce qui leur est dû. Absolument. En réalité, on estime à 80% le nombre de médicaments que vous allez trouver en officine de pharmacie qui sont dérivés de plantes en général. Et ça, beaucoup ne le savent pas. On part de plantes pour isoler une molécule qui est efficace, pour le transformer, faire des formulations et le transformer après des tests cliniques, ce qu'on appelle des tests cliniques, des tests chez un groupe de personnes. Et ça, après ça, on a une autorisation de mise sur le marché pour le mettre sur le marché. Donc, c'est 80% de produits que vous allez prendre en pharmacie, c'est dérivé de plantes. Alors, donc les plantes, c'est une solution, c'est pas un problème, comme je disais tout à l'heure. Et on va dire l'industrie pharmaceutique
ne créent rien, ils inventent, ils transforment. Et le créateur a déjà fait tout ce qu'il faut. Nous, on s'inspire de ça. Et donc, vous me permettrez, moi personnellement, je suis très inspiré par, on va dire, tout ce qui est traditionnel, certes, mais on va dire tout ce qui est également retrouvé dans certains écrits religieux. On va retrouver plein de recettes qui sont dans beaucoup d'écrits religieux et qui sont encore conservés. Donc, permettez-moi de quand même rendre hommage à ces gens-là qui ont toutes ces connaissances-là et qui mettent ça à disposition de la science pour pouvoir faire avancer, régler certains problèmes. Mais également, permettez-moi de remercier le Créateur, parce que je suis musulman, donc, alhamdulillah, c'est en gros les louanges à celui qui a créé. Nous, on fait que inventer, on transforme sa création en invention. Et inventeur, vous l'êtes. Je place ma dernière question, ensuite je laisse le plateau réagir. Je voudrais maintenant que vous puissiez nous présenter ce diffuseur assez particulier d'ailleurs. Et la question qui suit, c'est qu'est-ce qui fait sa singularité finalement, ce diffuseur? Alors ce diffuseur, ça va peut-être, enfin ça a déjà fait rire beaucoup de monde. C'est parti de connaissances traditionnelles. C'est parti d'un répulsif naturel de moustique. Et ce répulsif-là, c'est au travers de mes immersions, quand j'étais étudiant, quand je faisais ma thèse de pharmacie, je partais en immersion auprès de guérisseurs et phytothérapeutes et je m'inspirais de ce qu'ils faisaient. Alors souvent, les soirs, on prenait des plantes pour les mettre, je les mettais dans le feu pour parfumer les effluves. C'est des plantes aromatiques qui sentent bon. Donc, il y a des soirs, on se faisait dévorer par les moustiques, et d'autres soirs où il n'y avait rien. Il y avait comme un halo de protection autour de nous. Et donc, j'ai fait le rapprochement avec les plantes que je mets dans le feu. Et en procédant par élimination, j'ai identifié la plante qui portait l'activité. Alors, il faut dire également que je me suis rendu compte que les populations coupaient cette plante-là pour le mettre dans leur concession. Et je ne savais pas pourquoi. Je voyais ça toujours. Elle-même, elle savait pourquoi, non? Elle savait pourquoi. Mais moi, je ne me suis pas posé la question parce que je me disais, bon, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, une plante qu'ils vont peut-être utiliser en alimentaire ou pour se soigner. Mais en faisant le recoupement avec la plante que j'utilisais et en posant des questions, les populations m'ont dit que cette plante-là, c'est un répulsif naturel de moustiques. Et du coup, ça m'a conforté dans cette théorie que c'est vraiment efficace contre les moustiques. Et j'ai pris donc cette plante que j'ai ramenée en France et que j'ai étudiée, que j'ai reformulée, pardon. Et on s'est rendu compte qu'elle a une efficacité 3 à 10 fois supérieure à tout ce qui existe actuellement au monde. C'est-à-dire tous les insecticides qu'on utilise, tous les bâtons, tout ce qu'on utilise pour chasser les moustiques. Absolument. Votre invention est en plus. 3 fois plus efficace? 3 à 10 fois. Hein. On a 3 à 10 fois, parce qu'en fait, on va voir tout et n'importe quoi sur le marché. Des produits qui sont très peu efficaces, pas du tout, et entre les deux. Mais on a fait un benchmark, on a pris plusieurs produits du marché et on les a testés parmi les meilleurs, les moyens. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était 3 à 10 fois plus efficace que tout ce qui existe actuellement. Et comment il fonctionne, très rapidement? Et d'abord, c'est un spray qu'on utilise. D'abord, un spray individuel pour ceux qui sont... Voilà, c'est un spray hydroalcoolique. D'accord, d'abord, qu'on met sur la peau. Qu'on met sur la peau. Et ensuite, on a développé un diffuseur, enfin, une formule en diffusion aérienne parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi efficace quand c'était diffusé. Oui. Et c'est là que l'idée de faire un diffuseur intelligent est partie. Pourquoi intelligent? Parce que, bon, déjà, ça n'existe pas. On aime bien les choses innovantes. Donc, on a imaginé un diffuseur qui communique avec des capteurs à distance. Pourquoi? Parce que l'OMS dit que les molécules sont toutes... les moustiques sont devenus résistants à tout ce qui existe actuellement sur le marché. C'est des êtres hyper intelligents qui ont existé avec les dinosaures. Donc, c'est une utopie de penser qu'on peut éliminer les moustiques. Les moustiques, donc, à cause de tout ce qui est... on va dire pression de sélection, c'est la pression que l'humain met sur les moustiques à force de leur bombarder d'insecticides, de pesticides à forte dose sur de longues périodes. Ce sont des êtres intelligents, ils développent de la résistance. Donc nous, on s'est dit, notre produit, dans tous les cas, il sera, les moustiques vont trouver un moyen de le contourner. On s'est dit, il ne faut pas qu'on fasse ce que tout le monde a fait, il faudrait qu'on trouve le moyen de diffuser la dose minimale efficace
et à la maintenir comme ça. Comme ça, les moustiques, ils s'adaptent pas facilement. Donc c'est là que l'idée est partie, de développer un diffuseur avec des capteurs et pour assurer cette protection des personnes qui utilisent ça. Donc c'est différent des diffuseurs que l'on connaît, les diffuseurs modernes où il faut mettre de l'eau, ajouter le produit et laisser diffuser. Alors c'est absolument différent parce que en fait, en réalité, ce diffuseur-là, enfin ces diffuseurs qu'on utilise qui sont actuellement sur le marché, ils n'arrêtent pas de diffuser tant qu'on ne l'arrête pas. Oui. C'est-à-dire même s'il y a la quantité critique dans l'atmosphère, ça continue de diffuser. Et pareil pour les diffuseurs qu'on branche avec la recharge. Pareil, ça continue de diffuser et ça fait que ça participe à la résistance des moustiques. Donc nous, pour éviter ce problème-là, on fait un diffuseur qui va diffuser, mais avec des capteurs qui sont placés à des endroits dans la pièce qui permettent de communiquer avec le diffuseur pour lui dire « vas-y, envoie, il n'y a pas assez de produits » ou bien « il y a peu de produits, il y a trop de produits, il faut arrêter ». Donc c'est ça en général, en réalité, c'est ça l'innovation. Oui. Laura ? Je pense que c'est une initiative qui est formidable et puis aussi votre démarche initiale, à savoir vouloir revenir aux plantes et puis permettre aussi un peu de documenter tout ce que ces guérisseurs connaissent. Je pense que ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine et c'est important de pouvoir le faire pour que ces connaissances-là aussi soient diffusées au plus grand nombre. Et je pense qu'effectivement, l'innovation dont vous parlez est très intéressante. Alors, on a hâte de tester pour le coup bien sûr. et de voir prochain hivernage comment on va s'en sortir. Mais là, ça a commencé avec le prototype ou pas? C'est juste le prototype que vous allez présenter à Las Vegas, c'est ça? Absolument. Il n'est pas encore démultiplié. Non, pas du tout. Il n'est pas encore commercialisé. C'est un prototype qu'on va ramener à Vegas. Mais normalement, c'est en courant 2024. Oui. On espère que ce sera mis sur, il y aura l'industrialisation du produit. Et c'est un peu pour ça que vous allez aussi à Las Vegas, c'est ça? Pourquoi à Las Vegas, justement? Bon, moi, j'allais vous demander comment vous avez été finalement sélectionné parmi les participants à ce salon, vraiment très sélect. Oui. Absolument, c'est très sélect. C'est le plus grand salon mondial de la tech innovante, de la tech de demain. C'est plus de 200 000 visiteurs, c'est plus de 173 pays. C'est l'équivalent de 40 terrains de football en termes de surface. Et moi, j'ai été sélectionné par la région Sud en France pour représenter l'innovation française, et également l'innovation sénégalaise, parce que je suis sénégalais. Et c'est parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ce que je faisais était très original, on va dire. Et c'est surtout que le moustique, maintenant, c'est plus une affaire que des tropiques ou des pays... Tout à fait. C'est 247 millions de cas dans le monde en 2021. Absolument. Donc c'est partout maintenant, même dans les pays tempérés. Donc il y a un besoin d'avoir des produits qui sont efficaces et bien tolérés. Et c'est pourquoi en fait ils mettent en avant ce projet et ils veulent que ce soit présenté au niveau du CES de Las Vegas. Mais il faut dire aussi, c'est parce que il y a potentiellement une manne financière extraordinaire pour ceux qui sont les investisseurs. Voilà, absolument. Parce que c'est un marché qui fait 11 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 6 500 milliards de francs CFA. C'est presque et c'est annuel, c'est presque le budget du Sénégal, il me semble. C'est pas très loin. Donc il y a un intérêt économique et surtout stratégique de positionnement. Le moustique, il faut rappeler que c'est ça qui a fait perdre les États-Unis à la guerre du Vietnam. Donc les armées qui ont un produit qui est efficace, ils ont un avantage sur d'autres. Mais moi, ce que j'ai oublié de rappeler, de dire, qui est très important, c'est que la plante dont est originaire l'actif, c'est une plante qui est envahissante sur toute l'Afrique de l'Ouest et qui pose des problèmes de biodiversité. Les populations ne savent pas quoi en faire. Ça prend tout le pâturage et du coup, il y a des conflits entre agriculteurs et éleveurs parce que, à cause de cette pression que la plante met sur la biodiversité. Donc l'idée de valoriser cette plante, ça participera à, on va dire, calmer ces tensions sociales. C'est une solution finalement à ce problème également. C'est transformer un problème en solution, c'est un peu notre but. Ce qu'on aurait voulu, c'est que vous puissiez revenir également chez nous, ici, au Sénégal, pour faire tout cela, parce que votre projet pourrait également créer de nombreux emplois. Absolument, absolument. C'est vraiment un point essentiel. C'est aussi votre ambition, quelque part? Absolument, c'est mon ambition. L'idée, c'est vraiment que les autorités qui s'intéressent à ce projet, parce que déjà, il y a une manne financière
extraordinaire. Le Sénégal va devenir, j'espère, avec l'appui de tout le monde, va devenir le leader dans ce segment des répulsifs de moustiques. On a un produit qui est breveté, qui est bankable. On va devenir leader de ce marché. Mais il faudrait organiser cette filière-là pour que la transformation de la plante se fasse. Et pour ça, on a besoin des populations pour récolter cette plante-là. Je pense que les autorités, si elles veulent créer de l'emploi dès le mois de janvier, 1 millier d'emplois, elles peuvent le faire parce que personnellement, moi, j'ai besoin de l'actif et il me faut la plante pour la transformer en actif. Et j'ai une start-up, on n'a pas des moyens qui sont énormes et il faudrait un accompagnement gagnant-gagnant entre nous, ce qu'on fait, les chercheurs. Et au passage, je fais un petit coucou aux chercheurs de l'UCAD qui sont très valeureux mais qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Donc cette ambition-là, les moyens, on demande aux autorités de nous soutenir. Vous avez déjà frappé à la porte de quelques autorités? On a essayé de toquer à certaines portes, mais pour l'instant, ça reste fermé. On n'a pas encore de retour, mais on espère qu'avec ce plateau, qu'ils vont nous entendre et que voilà, ils vont voir l'intérêt du Sénégal dans ce projet. Absolument. Et d'autant plus qu'au-delà de créer des emplois, justement, vous souhaitez également participer activement à la lutte contre le paludisme. Donc, c'est important. C'est absolument important. Le paludisme, le moustique en général, c'est plus d'1 million de morts selon l'OMS, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne, et c'est surtout le palu. Donc apporter une protection individuelle où les gens sont protégés on va dire toute la journée, c'est vraiment une solution qu'il faut prendre au sérieux. Je crois que votre projet devrait également intéresser notre deuxième invitée, Madame Dey Bigué Diop, parce qu'elle est dans l'agriculture également. Vous parliez de plantes tout à l'heure. Ces plantes poussent un tout petit peu partout. D'ailleurs, ça pose des soucis. Il faut bien trouver des gens pour aller récolter tout ça et vous les livrer. Donc c'est, on va dire, une niche qui s'ouvre, une niche d'opportunités finalement, n'est-ce pas, Madame Diop? Bon, je suis d'accord avec vous, Sarah et tout, puisque ça crée de l'emploi même. Parce qu'ils demandent récolter, planter et tout ça. Avec tous ces jeunes qui sont à la requête d'emploi, je pense que ce secteur qu'il est en train de développer, ça va intéresser beaucoup les autorités sénégalaises, surtout sur l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Parce que quand on dit femmes, on dit transformation. Et d'ailleurs, le salon qu'on était en train de préparer, donc, j'avais organisé un grand panel études dédié à l'autonomisation des femmes en milieu rural dans le domaine de la transformation. Donc, j'approuve beaucoup ce qu'il vient de dire, de développer. Bon, je pense que les autorités vont saisir de cette occasion, puisque le chef de l'État, il le dit toujours, accompagner les Sénégalais de la diaspora qui ont des projets innovateurs. Et ils font partie, c'est une fierté pour nous. Absolument, vous avez parfaitement raison. Votre projet mérite d'être véritablement accompagné. Ce diffuseur, il faut le brancher ou pas? Est-ce qu'il faut de l'électricité pour que ça fonctionne? Il est nomade. Il y a une batterie, on peut la déplacer, partir avec en pique-nique. Voilà. Mais c'est dans un endroit clos, c'est sous une tente par exemple. Si vous voulez aller faire du trekking, il faudra mettre le spray. Et il y a une protection totale. C'est un peu ça l'idée. C'est une protection individuelle avec le spray et les autres produits, les autres formulations. Et une protection collective en indoor avec le diffuseur. Vous avez raison, il faut que le Sénégal mette le franc symbolique comme il faut pour accompagner cette initiative avant que les autres investisseurs ne viennent véritablement, parce que vous allez au CES aux États-Unis. C'est prévu quand déjà? C'est du 9 au 14 janvier. Du 9 au 14 janvier. Voilà, c'est très très bientôt et on est très excités à l'idée de représenter le Sénégal à cet événement qui est vraiment très 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 sélectif. C'est très compliqué et les places sont extrêmement chères, mais on a quand même tenu à y aller parce qu'il faudrait des exemples pour les prochaines générations, que les gens sachent qu'on a de la valeur et surtout à partir de nos connaissances traditionnelles, il faut s'ancrer, s'enraciner avant d'aller chercher autre chose et avoir la conviction qu'ailleurs, ils ne sont pas forcément meilleurs que nous. La preuve, on peut être sélectionné et même être premier draft de tous les projets en France en partant du Sénégal, j'en suis la preuve.
Merci beaucoup, Doudou Tamba. Restez en plateau avec nous. Merci Bravo et félicitations pour ce que vous faites, bien évidemment. On vous redonnera la parole avant la fin de cette émission dans la deuxième partie, n'est-ce pas, Anouchka? Et puisque vous parliez de distinction, on va enchaîner, c'est ça? Exactement, avec notre deuxième invité du jour, Bigué Diop. Alors, cette distinction vous a été remise en Côte d'Ivoire. À quelle occasion? Alors, tout d'abord, je remercie la RTS et ça me fait plaisir de retrouver le plateau de Kenkeliba. C'est ma deuxième présence. Mais ça fait presque 6 ans que les gens, que les gens me disent il faut partir à Kenkeliba. Donc, quand j'étais venue pour la première fois, j'étais très émue d'être là et ma seconde participation. Et tout d'abord, mes meilleurs voeux de bonnes fêtes, de bonnes années. Merci beaucoup. Et permettez-moi tout d'abord aussi de faire un coucou à ma famille qui vit en Italie. Ciao, buongiorno, Uli et con les bambini. Sono la nonna, sono qua in Sénégal, del plateau de la televisione, dell'emissione Kenkeliba. Ciao tutti, e anche mia regione, l'Emilia Romagna. Penso a tutti qui sono senegalesi, che sono là, miei amici, e anche i miei datori di lavoro. Ciao l'Italia. Ciao l'Italia. Ciao, très belle langue. Très belle langue, véritablement. Alors, on en revient à cette distinction, justement. Je disais tout à l'heure qu'elle vous a été décernée en Côte d'Ivoire, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle symbolise, finalement? Alors, cette distinction symbolise beaucoup pour moi. Parce que d'abord, étant jeune, j'aimais beaucoup ce pays. Et quand je devais partir en Italie, je me souviens, je disais à maman, si je n'ai pas mon visa pour partir en Italie, je vais partir en Côte d'Ivoire. Alors, puisque la Côte d'Ivoire et mon grand-père étaient liés au temps de Feu Houphouët-Boigny, comme le disent la famille Thiam. Et félicitations à notre compatriote qui vient d'être élu à la tête de PDCI, Tidjane Thiam. On parle de Sénégalais et d'Ivoiriens, mais il a ses racines au Sénégal. Absolument. Donc, c'est des pays jumeaux. Moi, je les appelle les jumeaux de l'Afrique. Il y a même eu une Miss Côte d'Ivoire, Taragay, qui évidemment a des origines sénégalaises. Oui, tout à fait. Et donc, cette distinction m'a été durant le Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques de la Côte d'Ivoire, qui est célèbre. C'est un grand rendez-vous, le Sahara international, qui regroupe, l'État ivoirien n'a pas à envier au Salon OCA de Paris, tellement que les délégations, et quand tu es en terre ivoirienne, moi je dis que quand je suis en terre ivoirienne, je suis toujours émue par l'accueil. Et donc, tout ce que les personnes sont focus autour de ce salon. Et quand je suis venue remercier, parce que j'étais partie représenter le ministère de l'Agriculture avec le directeur de l'Agriculture, Ndiaye. Et quand je suis venue dire au revoir au ministre, il me dit non, on avait une surprise pour vous, ma soeur. Tu fais beaucoup de choses en Afrique, tu mérites d'être distinguée. Et j'ai dit quoi? Il me dit tu restes parce qu'il y aura les distinctions le vendredi. Et vous êtes où? J'ai dit, je suis en ville parce que j'ai des rendez-vous au niveau de la BAD. Et donc, Madame la ministre Kandia m'avait reçu, le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Et donc, je ne savais pas que aller représenter mon pays aussi. J'allais être... ma première distinction, je l'ai eue en Côte d'Ivoire. Officier du mérite agricole, finalement. Oui, officier du mérite agricole. Félicitations, bravo. C'était en 2023, bien évidemment. Alors, on va revenir un tout petit peu sur votre parcours également et ce que vous faites aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé à revenir au pays? Alors, moi, je suis partie du Sénégal, que j'avais déjà mon entreprise et bien voilà. Et quand je suis arrivée en Italie, j'ai la chance, bon, vous savez, tu pars par les fabriques, machin. Ensuite, je suis partie par les fabriques et tout ça. Et ensuite, je suis rentrée dans le secteur du tourisme. Et de là, et je le dis ici devant le plateau, j'ai commencé par la salle jusqu'à être responsable d'hôtel. Et donc, je suis retournée faire, quand j'ai vu que l'Italie, c'est un pays entrepreneuriat, j'ai dit, mes parents ont beaucoup investi sur moi. À l'école, je fais l'université. Pourquoi rester dans ces trucs? Alors, j'ai fait des sacrifices, 3 ans de sacrifices pour aller à Rimini étudier. Donc, j'ai fait la formation et je suis retournée dans l'hôtel où j'étais en tant que responsable. Et il y avait ma fille qui était déjà arrivée. Je travaillais avec ma fille. On était dans le même hôtel. Et l'autre jour même, j'ai rencontré le directeur général du CDC.
monsieur Cheikh Issa Sall, qui me demande, et le groupe Holiday Inn, parce qu'il sait que je faisais partie des responsables quand j'organisais le premier salon du tourisme. Et donc, organisé quand j'étais responsable d'hôtel, le patron me confiait tous les événements, les grands événements de l'hôtel. Parce qu'on avait des salons du pétrole, on avait les salons du tourisme, on avait beaucoup de conférences. Alors, c'est moi qui m'occupais des événements. Et ça m'est venu, j'ai eu cette expérience en étant dans le secteur touristique. Et les autorités qui me voient peut-être sur ce plateau en savent quelque chose. J'ai commencé par le salon du tourisme, ensuite Coupe du Monde, Beach Soccer, que j'ai managé avec la FIFA. Ensuite, et je suis rentrée dans le secteur de l'agriculture par mon parrain italien qui me dit « Laisse tomber le secteur du tourisme, vos pays ont besoin d'agriculture ». Et alors, mon papa, il est de Pout. Je suis née en centre-ville de Dakar, mais j'ai grandi à Pout. Alors, je me dis que c'est à cause de ça que le bon Dieu m'a amené l'agriculture sous la main. Et qui dit Pout dit agriculture. Et un bonjour aussi au village de mon papa qui est devenu une commune. C'est la seule commune du Sénégal qui a 4 industries. Et peut-être qu'avec une bonne politique, on va développer avec l'aide de mon jeune frère qui est maintenant le maire. Alors, vous faites évidemment beaucoup de choses dans le secteur de l'agriculture. Et vous êtes notamment à l'initiative du salon Dakar Agri. Ouais. Alors, c'est vrai, je suis l'initiatrice du salon Dakar Agri, puisque là aussi, c'est une idée géniale qui est venue du salon de Paris. On part le Sénégal. Vous le connaissez, le salon de Paris, le Sénégal part en grande pompe. Alors, depuis 2012, je fréquente le salon de Paris. J'ai même été égérie de l'espace professionnel. C'est là que j'ai rencontré le président Macron quand il faisait sa campagne. Et je faisais partie des personnes, la diaspora africaine, qui ont fait élire le président Macron, qui ont fait la campagne pour le président Macron. C'est là que je l'ai connu. Et ensuite, en discussion avec le professeur Moussa Baldé, et que je salue aussi au passage, parce que c'est lui qui a signé le protocole de Dakar Agri. Alors, c'était l'initiative, c'était d'organiser un salon international. Pourquoi partir avec un budget de 500 millions, 400 millions, 500 millions à Paris, or que le Sénégal n'arrive pas à organiser un salon de dimension internationale? Il y a des choses qui se font dans ce pays. Et je félicite aussi les gens. Parce que dans un pays, c'est comme ça. Oui. Alors, donc, le FIDA qui vient... Il y a FIDA qui vient de passer. J'étais même à l'ouverture. Il y a le FIERA avec Pape Abdoufal. Il y a d'autres. Mais il faut innover. Il faut innover. Il faut rentrer dans les paramètres internationaux. Vu qu'on a des espaces dédiés au sein, on a le CICAD, on a le Dakar Center Expo. Alors, c'est ce qui m'a motivé à penser qu'on doit organiser un salon international de l'agriculture avec beaucoup de présence. Alors, on en a beaucoup travaillé. Bon, c'est malheureux. Bon, ça vient d'être reporté. Bon, peut-être que chaque personne a ses choix avec le nouveau ministre qui vient d'arriver, mon frère Sambodio Belka. Parce qu'au Sénégal, c'est important. Au Sénégal, nous tous, on est des frères et sœurs. Des fois, en Italie, on demande, c'est ton frère de même père ou même mère? Quand on dit, c'est mon frère, on nous demande. Alors, donc, il y a beaucoup de ministres qui ont travaillé. Je travaille avec Bibi Baldé, je travaille avec Pablo Sec, parce que je ménageais le premier salon international de l'agriculture de l'Italie. J'étais le responsable Afrique subsaharienne, ce qui me vaut beaucoup d'adresses en Afrique. C'est ça. Bon, je suis connectée. Bon, ça, c'est la Côte d'Ivoire avec l'équipe des ministres des Affaires étrangères. Je vois que ça vient de dérouler. Et donc, Dakar Agri était innovant et on a travaillé... C'était prévu au mois de décembre? Non, c'était prévu au mois de novembre. Au mois de novembre. Oui, on avait fait d'ailleurs le lancement le 16 juin au Terrobi, et avec le ministre sortant, donc ministre Ali Ngouindiaye qui en a travaillé aussi, que je remercie aussi, bien qu'il n'est plus dans le gouvernement, chacun a ses choix. Alors, mais le Sénégal, c'est un peuple uni. Et ensuite, c'est Modio Belka qui vient d'arriver. Mais le changement institutionnel a peut-être occasionné un petit retard, mais l'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. On avait déjà travaillé. Surtout, j'en profite aussi pour remercier la diplomatie, la représentation diplomatique du Sénégal. On a travaillé avec les affaires étrangères et le ministère de l'économie, du plan, de la coopération. Et là, on part toutes les missions que j'ai faites à l'étranger. Donc, c'est l'ambassadeur qui m'accompagne, voir le ministre des Affaires étrangères de ce pays ou le ministre de l'Agriculture, en partant par Paris avec son Excellence Maguette Sey, en Italie, Excellence Ngour Ndiaye, Madrid, Madame Mariam Sy, au Maroc aussi,
Donc, où on est parti, on est accompagné par ces gens et les consuls aussi. Je remercie toute la diplomatie. Comment vous travaillez finalement à la base? Parce que quand on parle d'agriculture, c'est aussi les communautés. Comment est-ce que vous travaillez justement avec ces communautés-là pour qu'elles puissent aussi bénéficier finalement du fruit de leur travail et dans un commerce un peu plus équitable finalement? Tout à fait. Alors, donc c'est une belle question. Bon, moi, je suis plutôt dans l'événementiel, mais je cherche aussi des occasions d'ouvrir à mon pays. Raison pour laquelle, au Salon de Paris ou bien au Salon d'Italie, je faisais tout pour que le Sénégal soit présent. Parce qu'autant les pays africains ne venaient pas en Italie, au Salon. Tous sont focalisés à Paris. Donc, moi, j'ai fait ce benchmarking, j'ai fait cette stratégie que maintenant, le Salon Macro de l'Italie, l'Afrique soit présent. Parce que là-bas, c'est plutôt agriculture, horticole. Vous voyez. Donc, je les aide à ouvrir des marchés. Par exemple, la dame qui fait les fraises, Madame Top Mountain, Mariam Si, je l'ai amenée à maintes reprises à Macfoot en Italie. Il y a d'autres femmes aussi que j'ai bien aidées dans le secteur de l'agriculture. Et moi, je me dis que Sarah, vous parlez d'un sujet qui est fondamental à notre économie. On ne peut pas se développer sans l'agriculture. Il n'y a que l'agriculture. Moi, je me dis que c'est notre or, c'est notre diamant. Il n'y a que l'agriculture pour participer à l'économie d'un pays, créer de la valeur ajoutée, créer surtout sur l'emploi des jeunes. Moi, c'est un sujet que je tiens beaucoup, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes en milieu rural. C'est deux segments. Parce qu'avec toute cette jeunesse de ferlés qui ne savent pas où mettre la tête, or qu'on peut réussir chez soi. On a des jeunes, on a des terres. On a des terres, on a tout. Alors, nous, on a fait l'immigration. Mais pourquoi on n'a pas resté? On a voulu retourner chez nous. Parce qu'ici, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir. Moi, depuis que j'ai mes papiers, je ne reste pas en Italie. D'ailleurs, j'avais démissionné pour créer ma première boîte et me battre comme tout le monde. Ce n'est pas facile dans la vie. Mais c'est difficile aussi à l'extérieur. C'est très difficile, Sarah. Tout ce qu'on passe, on ne peut pas dire. Tout ce que tu passes, ce n'est pas facile du tout. Moi, je me disais, j'aime pas que mes parents viennent vivre ce que j'ai vécu en Italie. On ne pouvait plus retourner. C'est normal. Mais il faut se battre. Et moi, je me dis, toutes ces expériences sont bonnes. Que ça, comme disent les Italiens, que nel male ou nel bene est bonne pour nous. Parce que ça t'aide beaucoup. Adama, Laura? Je ne sais pas quoi ajouter. Je pense que vous avez tout dit. Et effectivement, je vous rejoins sur le fait que l'agriculture, c'est l'avenir. Et grâce à l'agriculture, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir développer le Sénégal, développer l'Afrique. C'est un plaidoyer qu'il faut savoir écouter et qu'on entend beaucoup, mais qu'on attend encore de voir comment est-ce qu'on va en faire une véritable priorité. Et je pense que votre témoignage est très important ce matin. C'est ça. Et tout à l'heure, vous parliez de l'autonomisation des femmes, surtout les femmes qui s'activent dans la transformation, même si vous n'êtes pas forcément sur le terrain, vous êtes plutôt dans l'événementiel. Je suis sûre que vous militez beaucoup aussi pour promouvoir la participation des femmes dans cette chaîne-là. Oui. Bon, c'est un sujet, comme je l'ai dit, qui me tient beaucoup, l'autonomisation des femmes. Parce que, vous savez, si on produit et on ne transforme pas, on ne crée pas de la valeur ajoutée. Absolument. Oui, parce que moi, je me dis que les Africains, les Sénégalais, ils voyagent partout dans le monde. Vous rentrez dans un supermarché, vous voyez les produits. Un jus, il y a combien de dérivés? En eau, il y a combien naturel et tout ça. Et le riz, pareillement. Nous, on a tout. Il faut qu'on industrialise notre agriculture. C'est ça. Si on veut, là, l'autre jour, j'étais dans un panel au ministère de l'Agriculture sur la mécanisation agricole. On arrive à mécaniser. Il faut une agriculture durable. Il faut une agriculture résiliente. Il faut mécaniser l'agriculture. On ne peut plus au XXIe siècle, surtout sur les femmes. Quand vous partez en Casamance, vous voyez les trucs de riz. C'est un métier très pénible. C'est ça. Et donc, il faut qu'on arrive à mécaniser l'agriculture. Et donc, sur ce salon, nous, on avait fait beaucoup de panels. Sur les 3 jours, c'était 3 jours. Et sur l'autonomisation des femmes. Moi, c'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, puisqu'il faut aider ces femmes, surtout qui sont très brillantes. Par exemple, dans la transformation, tout ce que tu vois, transformation, c'est les médias des femmes qui sont derrière. Il faut les accompagner. Il faut créer de la valeur ajoutée pour ces braves femmes. Et moi, je suis ça. Et je pense que le salon, c'était d'ailleurs
C'est des trucs que j'ai commencé depuis 2019. Parce que les migrants, tout ce qu'ils voient à l'étranger, c'est pour son pays. Ouais. Nous, on fait partie de ces gens. Mais oui, tout ce qu'on voit, focus, c'est pour notre pays. Il faut le valoriser chez nous. Et donc, coucou à ces braves dames. Et bien voilà. Bravo à vous aussi, une brave dame. J'allais juste dire bravo aussi, et vous avez raison. Les immigrés sénégalais pensent beaucoup au Sénégal, ils font beaucoup également. Oui, tout à fait. Ils n'oublient jamais en réalité. Non. Et on doit beaucoup de réalisations justement à ces immigrés-là. Il faut plus d'accompagnement aussi. Il faut que nos autorités nous accompagnent. Parce que moi, je viens sur le salon. Alors, moi, j'étais à Abidjan, c'est 10 jours le Sahara. Mais la manière que tout ce pays est focus sur un événement, vous voyez les Ivoiriens avec les enfants, les voitures, de l'aéroport jusqu'au cap, comment ça s'appelle, Brie, zone 4, c'est plein de voitures, les coins, les recoins, les gens. Alors c'est ému. 10 jours plein. Toutes les autorités sont de passage. À partir du chef de l'État, tout le monde fait focus sur le Sahara. Et c'est un chiffre d'affaires de 300 et quelques milliards. Et c'est possible, ici aussi. Mais oui. Merci beaucoup. Donc, il faut que nous aussi, moi je lance ici les autorités, qu'ils accompagnent le Dakar Agri. C'est innovant et on avait beaucoup. Je viens de l'Arabie Saoudite où j'ai assisté au sommet Saudi-Arabia-Africa. Et donc, quand je suis arrivée, le directeur de cabinet du ministre me dit « Bravo, Madame Diop ». Parce qu'on a eu beaucoup de retours. Et j'étais accompagnée par les bailleurs. Les bailleurs nous ont accompagnés. À Abidjan, j'ai été au sommet de la BAD, sur instruction du président de la BAD, à Dizila. À la BID, à Djida, on a été à la Banque islamique de Djida, donc l'AFD à Paris, la FIDA, le Fonds agricole à Rome, le président a écrit. Tout le monde, on a fait un grand travail. Et ce grand travail ne mérite pas d'être dans les couloirs, dans les tiroirs. Vous avez raison. On en reparlera. Merci beaucoup. Merci Bigué Diop. Merci le également. Le plaidoyer a été entendu, j'imagine, ce matin. Absolument. Alors, on va suivre le clip du jour en complicité avec la régie. On se retrouve juste après. Et Bigué Diop, je sais que vous êtes heureuse. Hein? Oui. Jayla, que nous avons suivi pour le clip du jour de ce mercredi dans King Kéliba à 7h passées de 37 minutes. C'est l'heure donc de suivre les infos. Le bulletin, c'est tout de suite. Et la seconde partie de votre matinale, ce sera tout plein de surprises. À tout à l'heure. Relever le défi de l'organisation, de la mobilisation et de la participation, une préoccupation partagée par les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du processus de préparation des JOJ Dakar 2026. L'objectif étant de veiller à la bonne exécution des chantiers et à l'anticipation, notamment sur les dispositifs sécuritaires. La réunion d'aujourd'hui a pour objet d'apprécier les efforts en cours, mais surtout d'identifier les potentiels points d'alerte ou de blocage, notamment dans le domaine des infrastructures, afin d'y remédier. L'attribution de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse est arrivée au moment où le Sénégal est en pleine phase de développement des infrastructures qui constitue un des piliers du plan Sénégal émergent. C'est sans doute un des motifs qui ont guidé le choix de Dakar pour accueillir les Jeux, en plus du rôle déterminant joué par notre comité national olympique. Je félicite. Cet événement, une première en Afrique, portera à jamais votre empreinte mémorielle, c'est-à-dire la capacité à retenir quelque chose. Pour avoir conduit la délégation sénégalaise à Buenos en octobre 2018. Depuis le retour d'Argentine, vous avez suivi la préparation et je vous ai régulièrement entretenu des évolutions du projet et recueilli vos orientations. À plusieurs occasions à Dakar, à Lausanne, à New York, vos rencontres avec le président du CIO, Thomas Barr, vous ont permis d'apprécier ensemble l'état des préparatifs et d'avoir une parfaite convergence de vues sur les grands sujets olympiques. Les différentes étapes des préparatifs ont été passées en revue, des infrastructures dédiées à la pratique du sport
à l'hébergement, au transport ou encore la mobilisation des ressources, rien n'a été laissé en rade. Le tout pour permettre la bonne exécution du programme sportif bien défini. Nous sommes encore restés sur les 35 sports que vous aviez voulu accepter, 41 disciplines, 247 épreuves, 3500 athlètes sur 14 jours de compétition. Au plan des infrastructures, aujourd'hui, le master plan de Dakar 2026 est resté le même sur les 3 sites, Dakar, Diamniadio, Saly, avec un accent fort qui va être mis autour de Diamniadio, qui va être l'épicentre des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ces différentes instances du CIE ont pu apprécier le travail réalisé et noter les jalons importants qui ont été franchis concernant notamment l'actualisation du plan d'édition, l'optimisation du programme sportif, les travaux de construction, réhabilitation des sites et des infrastructures destinés à accueillir les Jeux, le portage par la jeunesse locale. Les JO s'inscrivent dans la ligne de la vision qui place la jeunesse et le sport au cœur des dynamiques. Pour Dakar 2026, le sport et la jeunesse vont constituer une contribution à la transformation du Sénégal et une source d'inspiration pour toute l'Afrique. Le président Macky Sall a salué le travail d'anticipation, de mobilisation et de communication accompli par le comité d'organisation. Le JOJ 2026 constitue une manifestation internationale majeure, une première en Afrique, qui va mettre le Sénégal en lumière au cœur de l'actualité sportive, culturelle, touristique, économique et politique internationale. À cet égard, nous devons relever le défi de la mobilisation nationale de la jeunesse, là, celui de l'organisation, celui de la participation. Et à ce niveau, il faudra impliquer les collectivités territoriales concernées. Nous devons veiller sur la bonne exécution des infrastructures, toutes catégories confondues, sportives, routières, touristiques, les conditions d'accueil, mais également anticiper sur les dispositifs de sécurité. Le chef de l'État a ainsi validé les propositions du comité d'organisation des JOJ, 10 mesures fortes résumées sous forme de décision présidentielle. Il invite à maintenir la bonne dynamique de mobilisation des différents ministères impliqués pour le respect des engagements vis-à-vis du CIO. Il est 10 heures au siège du Conseil constitutionnel. Une atmosphère de calme plat règne autour de l'institution. Devant l'entrée, des barricades dressées par les forces de l'ordre attirent l'attention. Les journalistes sont tenus à l'écart. Un silence énigmatique entoure l'institution. Pendant ce temps, des va-et-vient de mandataires se multiplient devant le siège du Conseil constitutionnel. Sur les 11 mandataires présents, 3 ont déjà déposé leur dossier, notamment ceux d'Aly Ngouille Ndiaye, de Maître Moussa Diop et du capitaine Dièye. Les 8 autres, dont Boubacar Camara, Babacar Diop, Mamadou Yatta Bipsi et un chef de file d'un mouvement indépendant, étaient toujours à l'intérieur du Conseil constitutionnel pour finaliser les dépôts. Nous sommes venus, comme tous les candidats à la candidature, déposer notre dossier qu'on a bien ficelé, venir présenter la coalition du Dr Cheikh Tidiane Gadio. Quand on parle de la coalition, c'est son parti et des mouvements alliés qui se sont manifestés à travers le Sénégal de manière vraiment spontanée. Nous avons effectivement remis au greffe du Conseil constitutionnel l'entier dossier de candidature de M. Aly Ngouille Ndiaye, investi par la coalition Aly Ngouille 2024. Séance tenante, le greffier nous a invités à une séance de tirage au sort le jeudi prochain à 10 h pour déterminer l'ordre de passage des candidats. À ce jour, une trentaine de dossiers de candidature ont été déposés depuis l'ouverture des dépôts au Conseil constitutionnel. Ce jeudi, l'institution va statuer sur les candidatures avec le tirage au sort de l'ordre de traitement des dossiers, une étape tout aussi cruciale pour les candidats. C'est à ce niveau que se jouera le délicat exercice du contrôle des parrainages, un moment déterminant dans le processus électoral. Les honneurs pour souhaiter la bienvenue au patriote de haute mer, le Niani. À l'accueil, le chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Abdou Sène,
Sur le pont du navire, il a félicité tout l'équipage, à sa tête le capitaine de corvette Hassan Sey, commandant du patrouilleur Le Niani. Construit dans les chantiers Piriou à Concarneau, en France, il vient rejoindre le Wallo. Il a une capacité de surveillance, une capacité de combat assez remarquable. Donc tout ça centré autour d'un système de combat ultramoderne, un système de management et de combat ultramoderne qui permet aux navires de couvrir tout le spectre des missions de la Marine nationale. L'OPV Niani est doté de capacités techniques et opérationnelles pour couvrir tout le spectre des missions de la Marine nationale. Le Wallo, tout comme le Niani, auront des rôles centraux à jouer dans le cadre de la surveillance des plateformes pétrolières et gazières. La régie pour ce bulletin d'information dans Kékéba ce mercredi et bienvenue. Si vous nous rejoignez, merci à ceux qui nous suivent depuis 6h30 sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je le rappelle, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et c'est parti pour la seconde partie de votre matinale. Et nous recevons du monde dans le studio. Et comme on l'a dit en début d'émission, la seconde partie de votre matinale est justement consacrée à une remise symbolique de cadeaux à des enfants qui vont tout à l'heure nous rejoindre justement pour cette remise. Mais en attendant, nous avons sur le plateau Sarah Elhaj Baitir Samba, qui est le président du réseau des organisations communautaires de base des acteurs de santé ROCBAX. C'est ça? C'est bien cela. Voilà. À côté de lui, il y a Brahim Aïdara Ndiaye, président de l'association Tahaouma Assistance Handicap des maladies rares. Et puis, bien sûr, il y a à côté de moi Hassan Diagne, qui est le président de l'association Domouniep. Il y aura un autre invité qui nous rejoindra, artiste Abbas Faye, alias Buzz Last Brain. Tout ce beau monde dans un petit moment. Exactement. S'exprime sur la Le matinale. temps justement d'aller regarder une petite pub et on se retrouve juste après. Tu veux aller en Côte d'Ivoire pour assister à la Coupe d'Afrique des Nations? Rien de plus simple avec lonas.bet. Pour participer, va à la plateforme lonas.bet, parie 1000 francs minimum sur tes jeux favoris et participe aux 4 tirages au sort pour gagner ton voyage tout frais payé. Billets d'avion, hébergement, billets de stade, avec la possibilité d'assister à toute la compétition. 10 séjours sont offerts à 10 de nos clients. Venez vite participer. Premier tirage le 28 décembre pour les 2 premiers gagnants. À vos marques, prêts, pariez. Et c'est parti donc, Sarah, avec nos invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Oui, tous ensemble, bien évidemment, pour soutenir les enfants et accompagner les couches vulnérables. On peut résumer cela ainsi. Messieurs, merci et d'abord félicitations pour toutes vos initiatives et votre engagement personnel également. Alors, on va commencer avec Elhaj Baitir Samba, président du ROCBAX. Pouvez-vous nous présenter ce réseau et déjà bienvenue sur Kékéliba. Bonjour. Merci à l'émission Kékéliba, merci à l'État du Sénégal de nous avoir permis de pouvoir nous exprimer. Moi, je m'appelle Elhaj Baitir Samba, je suis le président national des acteurs communautaires du Sénégal, qui sont 44 000 membres au niveau national. Donc, qui est composé de relais, Badjen, ASC, Matron, DSDOM. On est dans la prévention sur les maladies transmissibles et non transmissibles. Donc aujourd'hui, nous sommes venus par rapport à notre style. Étant une personne vivant avec un handicap, je dis que je dois me retourner autour de moi-même. Parce que regardant autour de nous, nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses où on a lancé un concept And bonne année. Bonne année, c'est juste ce que vous allez offrir aux enfants et qu'on vous remercie. Et bonne santé, c'est la prise en charge des enfants par rapport aux appuis techniques, par rapport à la formation des enfants handicapés, par rapport à tout ce qui est besoin spécifique pour que les enfants puissent avoir la santé et bien-être en fait. C'est un peu ce concept qui nous réunit aujourd'hui et nous vous remercions de nous avoir accueillis. C'est vrai que les acteurs communautaires et les Badjanougor jouent un rôle très important de manière générale dans la société en ce qui concerne les préventions, la santé notamment. Vous êtes très souvent très sollicités et quelque part c'est un retour d'ascenseur. Vous travaillez avec l'association Domouniep, représentée sur ce plateau par Samba qui est à côté de moi. Non, pas Samba.
Hassan plutôt, qui est à côté de moi, Hassan Diagne. Bonjour également. Oui, bonjour. Cette association, les enfants qui y sont, ce sont des orphelins, des enfants en situation délicate. Comment est-ce que vous procédez au niveau de cette association et comment est-ce que vous êtes organisé? Merci beaucoup. Déjà, l'association dit bien son nom, Domuniop, c'est tous les enfants en quelque sorte. Et pour nous, il n'y a pas d'enfants riches ni d'enfants pauvres. L'essentiel, c'est que cet enfant-là, c'est là où vraiment il est issu. Des enfants sont issus parfois de familles pauvres ou bien de familles démunies. Mais quand même, nous, on s'est dit que dans cette effervescence de Noël, dans ces fêtes de fin d'année, il faudrait vraiment que tous les enfants qui soient issus de familles riches ou de familles pauvres, qu'ils profitent donc vraiment des délices de Noël. Donc, et surtout aussi, on avait l'habitude d'entendre bonne année, bonne santé, parfois même nos parents disent bonne ananas. Et donc du coup, dans cette ambiance-là, nous on s'est dit que tous les enfants doivent profiter. C'est pourquoi on dit Domuniop. Et les enfants qui sont censés, des enfants vulnérables, ils sont issus de familles pauvres. Pour nous aussi, ces enfants-là doivent être couverts, doivent Absolument. être aidés pour que ces enfants-là puissent s'épanouir comme tous les autres enfants du monde. Où se trouve cette association? Cette association nationale, une jeune association qui vient juste de naître, mais quand même qui prend ses tentacules pour au moins s'imposer. Parce que pour nous, le concept c'est Koulin Buron Yeremlen. Tous les enfants, qui soient des enfants handicapés, qui soient des enfants vraiment qui sont malades, parfois, vraiment, il y a un certain empathie que les gens développent pour ces enfants. Mais quand même pour nous, ces enfants-là doivent être couverts, doivent être protégés et surtout les aider. Parce que ces enfants-là qui sont issus de familles pauvres, demain, ils peuvent être des enfants qui vont diriger ce pays. Il y a des enfants qui sont issus de familles riches, demain ils peuvent tomber dans la pauvreté. Absolument. Pour nous, il ne doit pas y avoir de différence. Qu'il soit un enfant handicapé, qu'il soit un enfant issu de familles riches ou pauvres, et quel type d'accompagnement est-ce que vous leur apportez, vous? Oui, un soutien affectif, un soutien psychosocial, donc un accompagnement pour que l'enfant puisse s'épanouir et surtout aussi les encadrer dans l'éducation. Parce que tout ce qu'on demande à l'enfant, c'est de bien travailler à l'école, c'est que l'enfant soit bien éduqué. Donc, et là, on les encadre déjà au niveau des familles, on les encadre vraiment pour que ces enfants-là puissent être accompagnés s'ils ont un peu des handicaps, s'ils sont des enfants vulnérables. Voilà, surtout dans ce concept-là de veille d'élection, tout ça. Donc parfois, s'il y a des remous, les enfants jouent avec les grenades, etc. Ils ne sont pas protégés. Et pour nous, c'est une manière de sensibiliser les parents, sensibiliser un peu les pouvoirs publics pour vraiment penser à ces enfants-là, vraiment qu'on puisse les protéger. Il y a également sur ce plateau le président de l'association Tahaouma, Assistance Handicap des maladies rares, Brahim Aïdarandiaï. Bonjour également et merci d'avoir accepté notre invitation. On a envie ce matin de faire connaissance avec cette association et les actions que vous menez justement pour accompagner les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup à Ken Keliba et merci à tout le monde qui sont présents aujourd'hui. Permettez-moi de vous remercier aujourd'hui parce que j'ai l'habitude d'envoyer des membres dans le cadre des Journées mondiales de la myopathie. Voilà. C'est ça, myopathie de Duchenne. Et voilà. Et je vous félicite aussi pour cette belle émission. On le suivait. Je fais partie de vos fans en fait. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Aïdarandiaï Ibrahim, donc je suis le fondateur de Tahaouma, assistance handicap, en tant que victime d'une maladie rare qui s'appelle la myopathie dystrophie musculaire. Donc je suis l'initiateur de la célébration journée mondiale de la myopathie. On a l'habitude de le faire chaque année, le 7 septembre. Je suis aussi l'initiateur de la célébration journée internationale des maladies rares. Et Monsieur Aïdara, vous allez nous excuser. Nous allons revenir sur le temps justement d'ajuster votre micro afin que nos téléspectateurs puissent entendre ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes tous là justement pour défendre une cause importante qui concerne les enfants. Oui, absolument. Je voudrais justement redonner très rapidement la parole à notre premier invité, Elhaj Beitir Samba. Je parlais tout à l'heure du rôle important des acteurs communautaires et également des Badjanougor qui se retrouvent au niveau de votre association. Vous êtes à peu près 44 000, c'est ça? Oui. Concrètement, sur le terrain aujourd'hui, quelle est votre situation?
Oui, bon, ça s'améliore parce qu'on remercie l'État qui commence à revoir un peu le système de motivation des acteurs communautaires qui contribuent par rapport à la santé des communautés et les souffrances des communautés. Et on remercie parce que tout récemment, il y a la motivation des Badiennes. Il y avait déjà la motivation de certaines ASC, mais il en reste encore d'autres, 39 000 acteurs qui restent des relais et qui n'ont pas encore eu leur chance de pouvoir avoir une motivation. Vu leur importance par rapport aux surcharges de travail, vu l'importance de ce qu'ils sont en train de faire en termes de prévention et de promotion de la santé, je pense qu'ils mériteraient réellement d'être motivés, encadrés et supervisés parce qu'ils sont dans la lutte contre les mortalités évitables, dans les maladies évitables. Aujourd'hui, avec la pandémie, ils ont joué un rôle très important dans la prévention. Tout à fait. Et on est aussi aujourd'hui dans la préparation des événements inhabituels qui risquent de venir. Donc, il faut toujours préparer ces acteurs et les motiver davantage qu'ils puissent un peu atténuer les souffrances des communautés. C'est ça. Et on redonne justement la parole à Haïdar Ndiaye. C'est ça, Monsieur Brahim Haïdar Ndiaye. Poursuivez maintenant. Je reprends ou bien? Non, allez-y. Bon, merci beaucoup. Permettez-moi déjà de remercier M. Sambre, c'est lui qui a l'initiateur de cette invitation d'ailleurs, et pour ce bel engagement qu'il fait comme dans l'aspect de sensibilisation, de plaidoyer. Donc, en tant que victime d'une maladie rare, aujourd'hui on est venu pour mixer ensemble, pour voir comment donner des solutions pour l'aspect de l'handicap général. Quand on dit des maladies rares, quand on parle d'autres types de maladies, ça fait partie de l'handicap. Maintenant, comment faire de toute sorte que nous soyons ensemble, réunis ensemble. C'est pour cela aujourd'hui, M. Sam, il nous a associés, partagé de cette belle opportunité. Alors, donc les problématiques, souvent, tout le monde, on peut dire qu'on a constaté que toujours, on a des problématiques sur l'appui technique, surtout des matériels comme des chaises et les béquilles et des aspects comme si vous voyez quelqu'un qui est en situation amputée, il a besoin d'un appareil. Et voilà, et pour des albinos, ils ont besoin de crèmes. Effectivement, tout cela, c'est des questions. Donc, il faut, avant de réussir la mission de l'handicap général, il faut donc régler ces problématiques. Parce qu'on ne peut pas marcher sans d'avoir ces outils. C'est des outils qui nous facilitent l'accès pour l'éducation, l'accès à la santé, l'accès de pris en charge. C'est pour cela aujourd'hui on a pu voir ensemble comment régler ces problématiques avec l'appui de l'État ou bien des partenaires qui vont nous rejoindre. C'est pour cela aujourd'hui on est venu pour lancer ce message fort pour soutenir nos enfants, pour soutenir nos frères, pour soutenir les enfants qui sont en situation de maladie. Bon, vous constatez que il y a beaucoup de problématiques sur l'aspect de pris en charge et comment donner des solutions. Surtout l'aspect de l'éducation. L'aspect de rééducation, c'est une problématique parce que, comme les maladies neuromusculaires, ils ont besoin obligatoirement de faire des séances de rééducation. Et pour l'aspect des appuis techniques, pour les matériels aussi, c'est quelque chose que nous avons besoin, surtout pour donner des solutions. Absolument. Merci beaucoup. Haïdar Ndiaye. Et en parlant des enfants, justement, vous les avez sans doute entendus, ils se signalent, ils vont tout de suite nous rejoindre sur le plateau, le temps de regarder un petit clip pour les... Puisque Konkeliba est un numéro spécial aujourd'hui, et vous l'avez vu, nous sommes entourés par un très beau monde aujourd'hui, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour cette remise symbolique des cadeaux aux enfants qui sont membres de ces associations qui ont été représentées ce matin dans Konkeliba. Alors, on va commencer par donner, Sarah, le premier cadeau, et c'est peut-être tonton Alun Banarakan qui va